Eh bien, bonjour, bonjour la Terre, bonjour l'espace, en direct donc de la Cité de l'Espace à Toulouse pour le 25e anniversaire. Nous allons avoir la surprise, le plaisir d'approcher un grand, que dis-je, un héros national en la personne de Thomas Pesquet, parce qu'il va être là dans quelques heures. On va essayer de s'approcher au plus près et peut-être de lui soutirer peut-être une confidence, qui sait. Voilà. En tout cas, bienvenue à la Cité de l'Espace, qui est ouverte régulièrement, bien sûr, pour tout le grand public toulousain, européen et puis international aussi. Jean-Baptiste Desbois, bonjour de nous recevoir à la Cité de l'Espace à Toulouse. Aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire de la Cité et il y a encore un astronaute qui a déjà fait parler de lui. C'est un certain Thomas Pesquet, évidemment. Alors c'est vrai qu'on a la chance de l'avoir eu à la fois pour célébrer nos 20 ans en 2017, au moment où nous ouvrions le congrès mondial des astronautes qui se déroulait à la Cité de l'Espace. Et puis là, l'occasion de ce mois, du mois de juin, qui est le mois anniversaire de la Cité de l'Espace, voilà, on a Thomas qui nous fait le plaisir de revenir parce qu'il est reparti pour une deuxième mission. Il revient de cette deuxième mission et nous avons la chance qu'il a choisi la Cité de l'Espace à Toulouse, donc avec l'Agence spatiale européenne, pour tenir cette première grande rencontre avec le grand public. On ne dit jamais 203. Imaginons que dans 5 ans, il ait posé le pied sur la Lune, donc il sort de nouveau un invité pour les 30 ans. Ah bah écoutez, on l'espère de toute façon. Nous sommes de toute façon très avides de ça, parce que pour le grand public, c'est formidable de pouvoir rencontrer, de pouvoir échanger avec un astronaute, quelqu'un qui incarne cette exploration humaine de notre système solaire, enfin en tout cas de notre satellite naturel aujourd'hui. Donc c'est assez formidable, effectivement. Que pensez-vous, si j'arrive à lui glisser 2 mots, qui représente un petit peu le nouveau Petit Prince? Alors là, il faudrait plutôt lui poser la question. Et vous savez que lors de son dernier voyage ou précédent, il avait emmené l'intégrale des œuvres de Saint-Exupéry. Et c'est vrai que le Petit Prince, ce sont les étoiles. Évidemment, le Petit Prince a beaucoup inspiré de générations. Et il faudrait plutôt l'interroger par rapport à cela. Notre histoire, parce qu'évidemment c'est un héros et vous savez que les héros sont parfois assez inabordables. Quel est l'avenir actuel et puis futur de la Cité de l'Espace? Écoutez, la Cité de l'Espace se porte bien. Là, après les 2 années qui ont été très compliquées, évidemment, parce que nous avons été fermés sur les années 2020-2021, nous avons une très belle fréquentation. On a su, je crois, entretenir pendant les périodes de fermeture donc la vie, nos activités avec le grand public, à travers des opérations en ligne, des activités qu'on a menées à travers les médias. Et le public ne s'y trompe pas, il est revenu en masse dès que nous avons pu ouvrir les portes. Et là, on voit une année 2022 qui se profile très bien. Nous avons continué à investir. Et nous venons d'ouvrir, début avril, un extraordinaire terrain martien, un cratère dans lequel nous immergeons le public sur Mars. Et le public voit travailler devant lui les rovers Perseverance et Zhuzhong, donc Perseverance, rover américain dans lequel la France et l'Europe sont très impliqués. Et puis le rover Zhuzhong également. Et puis nos animateurs expliquent qu'est-ce qu'on va chercher sur Mars actuellement, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on est en train de chercher comme signe de vie, peut-être de vie passée sur Mars. C'est ça qui est en train d'être fait et que l'on montre au public. Alors là, vous m'intéressez, parce que qu'est-ce qu'on cherche sur Mars? Pourriez-vous me le dire? De l'eau peut-être déjà. L'eau a été trouvée grâce à Curiosity, par la mission de Curiosity qui a démarré en 2012. Grâce à cette mission 2012 et grâce notamment à la caméra laser de l'IRAP et du CNES, donc une caméra française qui a équipé donc le rover Curiosity, il a pu être démontré que la planète Mars a été habitable. C'est-à-dire qu'il y avait les conditions pour que la vie apparaisse. Donc maintenant, la mission de Persévérance, qui est donc la suite de Curiosity, Curiosity qui est toujours en scène sur Mars, active sur Mars. La question maintenant de Persévérance, c'est est-ce que Mars a été habité? Et donc, est-ce qu'on va trouver des traces de vie fossile? Biosignature, on ne va pas trouver un petit bonhomme, il ne faut pas aller, évidemment pas. Mais est-ce qu'il y a des traces de vie fossile qu'on pourrait trouver? Ou est-ce que Mars n'a pas pu être habité? C'est-à-dire, est-ce que la vie pouvait venir mais n'est pas venue? Et dans ce cas-là, pourquoi? Est-ce que Mars est un peu une jumelle de la Terre? Donc ça s'interroge dans le rapprochement entre la Terre et Mars, leur destin qui n'est pas parallèle en fait en tant que tel. Partagez-vous un petit peu l'idée de Elon Musk de vouloir à tout prix coloniser Mars?
Alors c'est une drôle de question. D'abord, on n'y est pas du tout, à mon sens, de ce côté-là. C'est extrêmement compliqué. Ça rejoint la question aussi du tourisme spatial. Moi, je crois plus que l'espace aujourd'hui doit être réservé à des activités plutôt scientifiques, éventuellement industrielles. En tout cas, la colonisation, je pense qu'on en est aujourd'hui extrêmement loin. Qu'est-ce que ça veut dire d'habiter sur Mars? Il faut créer de l'oxygène, il faut créer les conditions de la vie, il faut imaginer un hôpital aussi. Parce que Mars, on met 6 mois à y aller. Et on ne peut y aller que tous les 2 ans et demi. Donc quoi qu'il arrive, on va être... Il y a ces fameuses fenêtres de tir, c'est ça? Exactement, on doit être totalement autonome sur Mars lorsqu'on va partir là-bas. Des écoles, des médecins, Donc, tout ce qu'on peut imaginer. je pense qu'en premier lieu, il faut d'abord explorer avant de penser à des décennies, voire des siècles plus tard. Oui, on est vraiment dans l'exploration aujourd'hui, dans la compréhension de cela, et puis dans ces nouvelles frontières que l'humanité aime défricher. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, on va aller se mettre un petit peu à l'ombre en attendant l'arrivée du héros national. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour à tous. Et bien voilà, donc Thomas vient de nous rejoindre. Alors, bienvenue Thomas, mais extrêmement content que tu sois ici, grâce, alors je cherche Adélaïde, voilà Adélaïde, grâce aux équipes de l'Agence spatiale européenne, partenaire fondamental de la Cité d'Espace avec le CNES. Bonjour à toutes, merci d'être venus aujourd'hui. Ça devient une tradition en fait, une tradition quand on fait un truc 2 fois, je ne sais pas si on peut dire c'est une tradition, mais après le premier vol, mission Proxima, en 2016-2017, on était venu à la Cité de l'Espace, effectivement, on avait été accueillis par un grand soleil et beaucoup de monde, donc l'histoire se répète. Je suis content qu'on réouvre les portes au public, vraiment dans les grandes largeurs à la Cité de l'Espace, parce que ça a été un peu compliqué évidemment pour tout le monde, pour les gens qui étaient chez eux, mais aussi pour les lieux comme ça, les lieux de culture, les lieux de diffusion de savoir et d'information. Aujourd'hui, on est revenu dans un monde à peu près normal, pourvu que ça dure. En tout cas, tant que c'est le cas, on va essayer d'en profiter. Je ne sais pas combien de temps on a, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Moi, je suis là pour 30 minutes. Oh là là, 25, 24, ah oui, 17-6, c'est bon, en fait, j'ai l'heure 17-7, exactement, 23 minutes, pour répondre à vos questions. Donc 23 minutes, c'est beaucoup de temps, donc c'est bien, on a le temps de rentrer dans les détails. Suite à ça, on va faire ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire vraiment parler aux gens. Moi, je suis content parce qu'ils ont suivi la mission. Je suis pas content pour moi. Ça me fait plaisir parce que c'est des thématiques qui me tiennent à cœur, que j'essaie de parler de sujets qui sont importants pour moi. Je parle d'environnement, d'éducation, de parité entre les garçons et les filles. Et la preuve que ça marche un peu, c'est qu'on va reparler de la sélection d'astronautes dont je me suis occupé aussi, si ça vous intéresse, cette année, et qui va voir arriver une nouvelle promotion d'astronautes comme nous. On l'a fait il y a de ça maintenant plus de 10 ans. Donc en novembre de cette année, on doit avoir une nouvelle promotion. Il y a eu beaucoup de candidats, dont beaucoup de Français, Françaises, beaucoup de filles. Donc ça, c'est très bien. Et ça me fait chaud au cœur. Voilà, sans plus d'introduction, si vous avez des questions, on est là pour vous, enfin non, on est là pour les gens qui sont dehors, mais on prend un peu le temps aussi de rencontrer la presse et les journalistes. Je vous écoute. Voilà. Allez, en plein devant en plus, je ne pouvais pas traiter. Bonjour Thomas, ravi d'avoir affaire enfin au Petit Prince. Au Petit Prince, je pense, français bien sûr et européen. Voyager avec SpaceX et notamment Blue Dragon, une extraordinaire expérience, 100% réussie. Confiance, n'est-ce pas Thomas? Oui, confiance, c'est vrai que ça... Alors, le principe physique pour aller dans l'espace ne change pas qu'on décolle côté américain ou côté russe. Moi, ma première expérience, c'était sur le Soyuz, la deuxième sur le Crew Dragon. Pas mal de similitudes, et pas mal aussi de différences. Quelque chose de plus moderne, évidemment, un design un peu plus épuré. Au final, ce qui nous importe à nous, vraiment, c'est que ça marche, que ça soit sûr, et que tous les cas de figure soient pris en compte, ce qui est le cas, beaucoup de boulot de la part des équipes de SpaceX. Et un vol vers la station, j'ai failli dire sans histoire, mais c'est pas vrai, parce qu'on a quand même eu un épisode de débris spatial pendant la montée qu'il a fallu éviter. Mais à part ça, tout s'est bien passé, le véhicule a fonctionné de manière absolument nominale. Il est d'ailleurs retourné dans l'espace depuis. Le lanceur a effectué au moins 2, voire 3 autres lancements, et la capsule elle a déjà fait un autre aller-retour. Donc ça va très vite dans le monde de SpaceX.
Mais en tout cas, c'était une mission réussie. Ouais. On a juste eu un petit problème de toilette au retour. Ça, je ne sais pas si vous avez été au courant, on en avait parlé à l'époque. Et c'était plus par précaution vraiment qu'autre chose. Mais on a désactivé les toilettes au retour, donc ça c'était un peu moins bien. Heureusement que ça a duré que 6 à 8 heures. Il y avait des trajectoires qui duraient 54 heures au retour. Donc là, on était moins confort pour le faire sans toilette. Voilà. S'il n'y a pas de questions, cette conférence est donc terminée. Je vous remercie. Ah, dommage. Je t'écoute. Justement, l'objectif, vous l'avez dit, c'est la Lune. Qu'est-ce qu'il va vous falloir faire de plus maintenant, vous, par rapport à ce que vous avez déjà fait et dans votre préparation pour pouvoir le prochain sur la Lune? Oui, c'est une bonne question. Là, je viens vraiment de terminer les activités qui sont liées à la mission précédente. Ça fait 6 mois, tout petit peu plus de 6 mois que je suis revenu sur Terre. Et c'est à peu près le temps que dure la phase d'après-mission où on est livré aux mains des scientifiques pour la collecte de données scientifiques, des expériences surtout dont on est le cobaye en fait. On répète les protocoles qu'on a réalisés à bord, on les a aussi réalisés avant et après la mission pour voir vraiment l'évolution, les différences. Donc ça prend pas mal de temps. On se remet en forme, on fait beaucoup de débriefing, on fait beaucoup de réunions pour dire ce qui a bien marché, ce qu'on pourrait faire un peu mieux. Et ça soit avec SpaceX, avec la NASA, avec les Japonais, avec les Russes, avec les Européens, donc ça prend pas mal de temps. Et puis au fur et à mesure ça diminue un petit peu, et là maintenant j'ai vraiment fait la dernière activité qui est un peu symbolique, et on a accroché la plaque de notre expédition au mur du centre de contrôle à Houston, et ça veut dire, voilà, maintenant l'expédition 65 c'est fini, place à la suite. Après ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Prendre un petit peu de vacances, et ensuite ça va revenir assez vite, parce que le calendrier des missions vers la Lune, alors en théorie, évidemment, il y a des choses qui peuvent toujours changer, mais c'est premier tir non habité cet été, premier tir habité sans aller autour de la Lune, sans se poser, sans descendre, 2024, et ensuite 2025, 26, 27, des vols habités vers la Lune, dans lesquels l'Europe et l'Agence spatiale européenne auraient voix au chapitre. Donc il va falloir reprendre l'entraînement assez vite, mettons que c'est 2025 ou même 26, 2-3 ans avant, c'est déjà l'année prochaine, donc là je vais avoir un petit peu de temps jusqu'à la fin de l'année pour travailler dans le cadre de la sélection des astronautes par exemple, ou d'autres sujets qu'on a à faire. Il y a toujours du boulot à faire pour s'occuper de nos collègues qui sont dans la station, une italienne en ce moment, un allemand qui vient de revenir, et on enchaîne, et un danois ensuite de l'ESA qui va prendre la relève. Et après tout ça, c'est retour à l'entraînement, donc entraînement physique, se familiariser avec les différents véhicules, donc celui qui va nous permettre de faire la croisière, le voyage vers la Lune, celui qui va nous permettre de descendre sur la Lune, et ensuite les opérations de surface. La grande nouveauté, ça va être ça. J'ai pas connu, donc si j'ai la chance, ou si on a la chance de descendre sur la surface, ou moins de s'entraîner pour ça, on n'a pas connu ça depuis les années Apollo. Autant l'entraînement pour la station spatiale, que ce soit Soyuz, Crew Dragon, etc., les sorties extravéhiculaires, on a l'habitude. L'entraînement de surface, on n'a pas connu ça, donc ça va être la grande nouveauté. Et c'est ça qui nous attend. Après, si ça prend un petit peu de retard, évidemment, il y a toujours des choses à faire en attendant, mais voilà, il va falloir se remettre, comme d'habitude, dans le métier d'astronaute, réapprendre, repartir, je ne dis pas de zéro, mais il faut un peu d'humilité quand même dans ce boulot, parce que si on croit qu'on sait tout, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, il faut se remettre au travail, et puis c'est ça qui m'attend dans les années qui viennent, j'espère. Moi et d'autres, évidemment, je ne suis pas le seul candidat pour ces missions. Thomas, bonjour, Maxime Soudiac de M6. On est souvent venu ici suivre vos performances, je ne sais pas si on peut dire ça, Expo, en tout cas ce que vous avez pu faire, avec toujours beaucoup d'enfants, un public grandissant à chaque fois ces dernières années. Là, vous disiez tout à l'heure que donc, le recrutement se faisait avec beaucoup de Français, en tout cas il y avait beaucoup de candidatures. Bon, j'imagine que c'est une fierté pour vous aussi d'être comme ça, porte-étendard un peu du spatial français et de créer des vocations comme ça. Ouais, je suis content parce que tu sais, mine de rien, c'est beaucoup de boulot en fait. C'est pas anodin, tu sais, les photos depuis la station spatiale, tout ça, c'est pas des choses pour lesquelles on a du temps dans l'emploi du temps. Tu sais, c'est pas comme si dans la journée on disait bah là, t'as 2 heures pour faire des photos. On a de 7h30 le matin à 20h le soir, on a un emploi du temps qui est contrôlé et qui est plutôt scientifique, technique, enfin plutôt 100% scientifique, technique, avec aussi le sport et un petit moment pour manger le midi, mais tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, tout ça, ça vient vraiment en plus. Donc tu vas le faire le dimanche, tu vas le faire le soir, après 20h, tu vas le faire la nuit, tu vas le faire le matin, te levant très tôt, etc. Et il y a des gens, j'ai des collègues qui choisissent de ne pas le faire, ou de le faire à minima, ou tu vois, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, parce que l'agence spatiale n'envoie pas des gens dans la station pour tweeter, si tu veux, on a trop de boulot pour ça. On sait par vos photos que vous avez une conscience de l'environnement, de l'écologie, de ce que vous êtes prendre de la Terre.
pour la préserver. Est-ce que pour autant vous avez aussi une conscience de l'espace? Parce qu'on sait que dans l'orbite basse, il y a tout un tas de satellites et de constellations de satellites. Est-ce que vous n'avez pas peur, peu à peu, qu'un jour, l'espace à 400 km devienne une sorte de poubelle? Alors, il y a un sujet de débris spatial, il faut remettre l'église au milieu du village. Tu sais, on a cette représentation un peu Star Wars de plein de débris entre lesquels on navigue. En fait, c'est pas vraiment ça. Tu sais, c'est un truc de la taille d'une pièce de 2 euros, 5 ou 10 km, un truc de la taille d'une pièce de 2 euros. Donc, si tu veux, il y a quand même la place de passer. Je dis pas que c'est pas un sujet, hein. Mais je dis que pour l'instant, il ne faut pas se représenter ça comme un nuage de trucs qui volent autour de la Terre. C'est pas comme ça que ça marche. Cela dit, c'est quand même un petit peu gênant. Ça nous gêne, nous, dans notre exploitation, dans notre exploration, je ne sais pas comment dire, qu'on fait de l'orbite basse. Et on se donne des exigences dès la conception en fait, des missions spatiales à l'ESA. On a un service, un département, je ne sais pas comment on dit, qui s'appelle Clean Space, qui est là pour faire en sorte que notre impact sur l'environnement il soit minime. Alors ça va évidemment utiliser des peintures qui ne sont pas toxiques, il y a toutes les thématiques qui sont dedans, mais évidemment le plus gros morceau c'est les débris spatiaux pas ancrés, donc ça veut dire qu'on prévoit les fins de vie des satellites et des missions avec assez de carburant, et ça a un coût, hein. On garde un peu de carburant à la fin pour pouvoir désorbiter les véhicules et les faire brûler dans l'atmosphère, pas laisser les choses derrière nous, donc ça, pas créer de débris, les premiers étages de fusée, tous ces trucs-là. Et aussi, on a des projets pour récupérer des débris. Alors, récupérer des débris, c'est compliqué parce que tout ça vole à des vitesses très très rapides. Pour l'instant, on continue. On honore les engagements qui ont été pris il y a quelques années. Donc, dans le travail du quotidien, ça ne change pas grand-chose. Il y avait quand même des choses qui étaient faites en commun qui maintenant sont faites un peu chacun de son côté. Il y a eu une expérience scientifique allemande où normalement les Russes étaient les opérateurs, et bien là finalement le choix a été fait, c'est pas anodin de faire autrement. Il y a des choses comme ça qui se passent, mais globalement on continue à faire voler la station, les équipes des centres de contrôle continuent à travailler ensemble pour que ça se passe bien, à bord de la station. Évidemment on est tous dans le même bateau, en plus les membres d'équipage russes ils ne sont pas devenus du jour au matin mauvais parce que malheureusement il se passe ça, c'est des gens avec qui on a vécu plein de choses, c'est des gens avec qui on a déjà volé, en général c'est des amis, hein, faut dire clairement. Donc on travaille ensemble, on essaie de travailler en bonne intelligence. Évidemment il y a des sujets qui ne sont pas les sujets favoris à adopter autour de la table, mais ça c'est comme dans tout repas de famille ou comme dans tout voyage. Mais au sein de la station, ça continue à se passer. Après, au sol, c'est sûr que le balai des sanctions et des contre-sanctions, etc., fait que ça devient très difficile de travailler ensemble. Alors Thomas, toi qui as aussi les pieds sur terre, comment est-ce que tu perçois un éventuel intérêt au tourisme spatial comme les excentriques fortunés osent proposer à travers leur réussite et dont on a vu leur satisfaction? C'est des bonnes questions. Les vols qui ne sont pas scientifiques, c'est pas notre pain quotidien à nous, c'est plutôt la NASA qui a mis ça en place. Effectivement, on regarde ça d'un œil un tout petit peu, pas critique, mais on se dit, si la trajectoire est vertueuse, s'ils intègrent des objectifs scientifiques ou des choses comme ça, pourquoi pas? Parce qu'ils essaient de le faire un petit peu pour l'instant, mais il faudrait que ce soit un peu plus. Bon, ben voilà, si c'est juste un amusement d'ultra riche, c'est sûr que nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on ne va pas dans l'espace pour se faire plaisir, on y va pour que ça serve au plus grand nombre. Et voilà, donc on va se désolidariser de ça, c'est le cas. Après, c'est vrai que pour le grand public, il faut expliquer. Moi, j'essaie d'expliquer, c'est pas les mêmes choses, mais il y a une confusion qui s'installe, c'est certain. On verra. Pour l'instant, ça reste quand même encore un tout petit peu anecdotique. On en parle beaucoup, mais c'est pas des grands nombres. J'ai l'impression d'être resté le même, mais ça change des choses. Peut-être pas à un niveau très spirituel. Il y a la prise de conscience, tu vois, de l'environnement, vraiment de mettre la planète à l'échelle de ta perception. Ça change quand même ta compréhension et ta position, comment tu te positionnes toi-même dans le problème. Mais c'est pas j'ai eu des moments un peu spéciaux où tu te retrouves dans les embouteillages 2 jours après être revenu de l'ISS, qui sont un peu étrange. Mais je pense qu'on se réhabitue, tu sais, on est quand même des champions du monde de l'adaptation. Hein. Tu vas sur la banquise, au bout de 1 mois, ça te paraît normal de dormir dans un igloo. Enfin, on est fait pour ça. Tu rends ton environnement normal, en fait, pour pouvoir fonctionner. Je peux pas bosser, je dis au réalisateur que je vais pas faire des images. Je fais des images chez moi. C'est pas possible, il faut sortir de là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît.
bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes monsieur le maire, ravi de vous voir ici. Écoutez, oui, il y a un peu de soleil, mais on est ravis d'accueillir Thomas. Vous avez déjà voyagé sur le Breguet 14. Est-ce que ça vous dirait d'un ticket pour l'espace? Écoutez, oui, je crois que ça durerait plus longtemps que le Breguet 14. Oui. Super. Alors, parmi un public absolument phénoménal, nombreux, on attend ici plus de 5000 personnes, j'ai trouvé comme par hasard Amandine. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors, qu'est-ce qui vous amène à la Cité de l'Espace? Eh bien, je suis venue accompagner ma famille parce qu'on est tous très fans de Thomas Pesquet et de son parcours, donc on a très hâte de le voir, voilà. Alors, si vous aviez la possibilité de le voir et de lui poser une question, qu'est-ce que ça serait? Quelle a été la chose la plus éprouvante qu'il a eue durant son voyage dans la navette spatiale, voilà. Hélas, je ne puis vous répondre. On est prêt à tout pour Thomas Pesquet. Oui. Vous l'avez suivi bien sûr sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai essayé de le suivre quand même un minimum parce que c'est important de suivre quelqu'un qui nous représente, nous les Français, donc on est vraiment très contents de le voir aujourd'hui et de le suivre. Savez-vous son âge? Il doit avoir plus de 40 ans, oui voilà, une quarantaine d'années. Ouais. On ne dira pas exactement, mais c'est cela. Oui, voilà. Il fait très jeune. Il est beau, hein? Ah, il est très très beau, oui. Bon, bah, écoutez, je lui dirai de votre part, de la part d'Amandine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Quelque chose me dit que vous êtes du milieu spatial. Non, absolument pas. Pas du tout. Mais... Disons que je suis fan de l'espace, ça m'intéresse beaucoup. Mais... Alors vous êtes venu pour Thomas Pesquet? Oui, bien sûr. Oui. Si jamais vous le voyez, vous lui posez une question, qu'est-ce que ça serait? Comment il arrive à être aussi intelligent tout en étant si modeste? Une qualité rare. Tout à fait, merci beaucoup.